Alors d'une manière générale, on pense très facilement aux choses qui sont dans l'espace, mais on n'a pas beaucoup étudié l'espace en lui-même. L'espace, qu'est-ce que c'est? L'espace, c'est ce qui accueille les objets, les humains et les non-humains. Si l'espace change, tout ce qui vient se nicher dans l'espace change. Or, nous vivons une crise de l'espace. Ville invivable, confinement à la maison, entreprise en télétravail. Eh bien justement, pour comprendre la place de ces entreprises dans cette crise, faisons une petite sociologie de l'espace et penchons-nous sur la constitution sociale de l'espace de travail avec Michaël Dandrieux, notre ami et sociologue de l'imaginaire, que nous remercions vivement pour être ici aujourd'hui avec nous en présentiel au showroom de Bisley. Alors n'hésitez pas de poster toutes vos questions, nous y répondrons bien sûr à la fin de son intervention dans 30 minutes. Michaël, c'est à toi. Bonjour à tous, à mon tour de remercier l'ensemble des organisateurs de cette session pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un honneur de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. La deuxième, c'est parce que c'est un peu ma sortie de la semaine. On discutait derrière les caméras en disant que c'était un petit peu la semaine de la barbe. Voilà, donc c'est ce deuxième confinement avec ces enquiquinements psychologiques, la cohabitation avec les enfants et à l'intérieur de ce contexte extrêmement ambigu pour une grande majorité des Français et une grande majorité de la population mondiale, j'ai la possibilité donc de me faire une sortie cette semaine, et ma sortie de la semaine, c'est de pouvoir être avec vous. Merci donc. Je m'appelle Michaël Dandrieux, je suis sociologue, enseignant à Sciences Po Paris au sein de l'école de management et d'innovation, dans lequel j'enseigne cette habitabilité du monde dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis le cofondateur d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Eranos, qui a été fondé il y a 15 ans, pour accompagner les grandes entreprises qui souhaitent opérer à cette transformation sociétale. La transformation sociétale, c'est le moment dans lequel une entreprise parvient à comprendre quelles externalités, pas forcément négatives, elle a sur le milieu qui l'entoure, et en prenant la mesure, décide de participer de manière contributive, active et positive à la constitution du lien social. Donc l'entreprise en tant qu'organisation, en tant qu'acteur de la civilisation, si vous voulez. Donc c'est un peu avec cette casquette théorique et avec cette casquette pratique que je m'adresse à vous aujourd'hui pour faire une espèce de jonglage entre des théories, donc on va parler sociologie, on va parler philosophie, je vais vous ramener des auteurs auprès de qui moi je vais me ressourcer lorsque j'en ai besoin, et puis des exemples concrets, des entreprises qui ont fait le premier pas pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les humanités, qui sont l'ensemble des pratiques qui permettent de comprendre ce qu'est qu'un être humain finalement, et utiliser ces humanités en application pratique pour pouvoir construire des organisations qui participent à l'habitabilité du monde. Alors, qu'est-ce que cette habitabilité du monde et pourquoi on avait envie de vous parler de ça lorsqu'on a préparé cette session? Eh bien, il nous semble collectivement que les conditions dans lesquelles la vie se déroule sont de plus en plus pénibles. Alors pas la vie elle-même, et il y a de la liesse, il y a de la célébration, il y a de la convivialité, il y a de l'être ensemble, il y a de la solidarité. Ces manifestations sont diffusées télévisuellement, sur Internet, dans les moments familiales, mais on a l'impression qu'elles sont plus difficiles à apparaître. Et c'est cette facilité d'apparition de ces moments qu'on appelle les conditions d'habitabilité, c'est-à-dire à quel point est-ce que c'est facile ou difficile d'être dans un lieu. Alors je vais le dire avec un vocabulaire un petit peu plus pop. Vous savez, lorsqu'on se sent vraiment bien dans un endroit, on s'assoit, généralement il y a une chaise, et puis vous êtes dans votre maison de campagne, dans la maison de campagne d'un ami, chez un truc que vous avez loué, quelque part vous voyagez dans une voiture, devant un paysage, vos enfants jouent, vos amis jouent, la lumière baisse, et vous lâchez dans une espèce de râle positive, comme ça, et vous dites « on est bien là, on est bien là ». Ce « ah, on est bien là », c'est le moment dans lequel le monde s'offre à vous comme étant habitable. Et donc, les conditions du monde à ce moment-là vous semblent particulièrement favorables à accueillir votre existence. Si vous regardez l'année qui est en train de s'écouler et que nous avons tous ensemble commencé véritablement au 16 mars, ce râle positif, ce « ah, on est bien là » se fait de plus en plus rare. C'est difficile de s'asseoir quelque part et de dire « on est bien là ».
envahissement de la maison par le travail, la nécessité du télétravail, reconfiguration de l'espace domestique en espace traversé par les enfants lors du premier confinement, aujourd'hui les instruments de travail, impossibilité de sortir, visite des parcs réduite, impossibilité de voyager. Le monde s'offre à nous avec des conditions plus difficiles. Donc, est-ce que cette habitabilité du monde, et c'est la question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui, est en péril? Et pour ça, je voudrais vous proposer un voyage pratique et théorique qu'on va engager sur 3 grands points. Premièrement, je voudrais qu'on se pose la question de savoir si cette habitabilité du monde est véritablement en péril. On va se demander d'où vient, quelle est la constitution historique, cette crise de l'habitation que nous vivons. Deuxièmement, on va se demander ce que ça implique pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans le monde des idées, dans le monde pratique. Et troisièmement, je voudrais qu'on se demande ce qu'on peut y faire à titre individuel, mais bien évidemment à titre collectif, c'est-à-dire avec les organisations que nous avons à disposition, dont les entreprises. Donc, est-ce que c'est vrai? D'où ça vient? Comment est-ce que ça impacte nos vies quotidiennes? Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On va commencer par est-ce que c'est vrai et d'où ça vient. Et pour ça, je vous propose un petit voyage dans le temps. On va remonter jusqu'au milieu du XXe siècle, première partie du XXe siècle, très exactement en 1933. 1933 est une date intéressante puisque le Congrès international d'architecture moderne, le CIAM, organise son 4e rendez-vous. Ce 4e rendez-vous du CIAM dans lequel que préside Le Corbusier avec un certain nombre d'autres participants, se trouve débouté d'une proposition qui avait été faite en Russie, à Moscou, et se retrouve apatride. Donc le congrès d'architecture n'a pas de lieu pour se rencontrer. Le congrès d'architecture internationale moderne, ce sont les gens dont le but est de produire les règles qui vont structurer la vie en communauté, en particulier la ville. Donc vous voyez qu'on parle très concrètement de la question de l'espace. Donc ce CIAM se retrouve à Marseille et il décide de prendre un bateau, le SS Patrice II, qui va relier Marseille jusqu'à Athènes. Et pendant ce long voyage, s'échange avec des maquettes et des propositions un certain nombre de recommandations dont le but est de dire quelle ville devons-nous construire pour y habiter? Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que travailler? Qu'est-ce qu'échanger? Qu'est-ce qu'être ensemble? Et comment on fait le bâti qui permet de construire l'habitation humaine? Donc vous voyez qu'on est dans le cœur du problème. Les participants arrivent à Athènes, 2 jeux de recommandations sont produits, aucune des 2 ne fait l'unanimité. Finalement, c'est en 1943, donc 10 ans après, que Le Corbusier extrait une partie de ses recommandations et publie un livre d'abord anonyme puis reconnu par lui qui s'appellera, ce titre brillant que vous connaissez tous, la fameuse Charte d'Athènes, qui propose 95 recommandations pour la constitution de la ville fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous construisiez une ville aujourd'hui et que vous utilisiez la Charte d'Athènes, vous auriez 95 recommandations qui vous parleraient de l'ensoleillement, de l'ombragement, de la disponibilité de la nature, de la constitution des parcs, etc. Ces 95 recommandations sont structurées selon 4 grandes fonctions de l'habité. La première, travailler. Il faut qu'une ville permette de produire. La deuxième, se récréer. Il faut qu'une ville permette de reproduire des forces pour pouvoir aller produire. La troisième, se loger, être dans une maison entre le moment dans lequel on va travailler. Et la quatrième, qui relie ces 3 premières fonctions, se déplacer pour pouvoir aller du travail au logement, du logement à l'entertainment et du loisir au travail. Ces 4 fonctions de la ville fondent cette charte d'Athènes et ont été appliquées sur un certain nombre de projets et puis aussi décriées pour cet aspect un petit peu transactionnel, fonctionnaliste. On travaille là, on joue là, on se loge là, etc. Donc on avait quand même une espèce de framework, si vous voulez, pour construire une ville qui serait une ville qui nous accueillerait favorablement. Et puis, en 1951, juste après la Deuxième Guerre mondiale, un philosophe allemand qui s'appelle Martin Heidegger, à l'histoire un peu trouble à l'époque avec le Parti national-socialiste, à Darmstadt, une ville qui est pratiquement à 3/4 déconstruite, donne une conférence dans laquelle il dit « Nous n'avons pas de crise du logement, il ne manque pas des endroits dans lesquels les gens vivent, nous avons en réalité une crise de l'habitation ». C'est un peu culotté de sa part. Et il construit cette conférence, reconnue et multiplement traduite et éditée, qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser », dans laquelle, sans jamais le viser, il s'oppose contre la Charte d'Athènes, ces 4 fonctions, travailler, habiter, se loger, se déplacer et le loisir. Il s'oppose à ces 4 fonctions et il dit, il raconte d'ailleurs ça de manière anecdotique, il dit « Moi j'ai vu dans un champ un paysan qui habitait son tracteur ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il a vu quelqu'un dont la machine répondait au corps, qui était
tout à ce qu'il faisait et qui, dans son activité agricole, était vraiment là. C'est ce là qu'il utilise comme quand je vous dis « on est bien là ». Et donc, en fait, habiter le tracteur, qui est une forme de jeu de mots, comme on ne peut pas habiter un tracteur, ça veut dire qu'on ne peut pas loger à l'intérieur de l'habitacle du tracteur, y dormir, y cuisiner, et pourtant la personne était complètement là. Et Heidegger dit « il n'y a pas de fonction de la ville qui soit le logement, il n'y a pas de fonction de la ville qui soit le déplacement, il n'y a pas de fonction de la ville qui soit le travail, parce que si on imagine un travail qui soit un travail qu'on ne peut pas habiter, alors ça donnerait quelque chose comme ce qu'a travaillé l'anthropologue David Graeber, qui est décédé il y a quelques mois, et qu'il appelait les bullshit jobs, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous allez exécuter des actions tout à fait performatives sans que personne ne comprenne ce que vous fassiez, et pas même vous, et quand on vous demande ce que vous faites, vous ne savez pas vous-même ce que vous faites. Ça veut dire que ça, c'est le travail si on ne l'habite pas. C'est donc pas une fonction de la ville, c'est quelque chose qui est décervelant. De la même manière, un loisir qu'on n'habiterait pas, ça serait quelque chose comme ce que disait, j'oublie toujours son nom, le CEO de Netflix. Vous savez, au mois d'avril, il donnait une conférence dans laquelle on lui demandait « Est-ce que vous avez peur des concurrents de Disney+, de HBO ?» Il dit « Non, non, ça c'est marginal. Notre véritable concurrent, c'est le sommeil. Là, il y a 8 heures par jour dans lesquelles il faut rogner. » Donc un loisir qui serait inhabitable, ça serait une forme d'entertainment qui vous priverait de la chose fondamentale dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'activité profonde du repos. Et puis un déplacement qui ne serait pas une habitation, c'est la ligne 8, la ligne 4, choisissez la ligne que vous préférez le matin vers 8h30, voilà, hors confinement. C'est inhabitable. Alors ça vous amène d'un point A à un point B, mais c'est inhabitable. Vous regardez des séries qui n'ont absolument aucun intérêt, dont vous savez qu'elles n'ont pas d'intérêt, pas les bonnes séries, hein, mais je parle des mauvaises, dont vous savez qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, ça c'est le loisir sans l'habitation. Le travail sans habitation, c'est les 28% de Français qui, revenus du premier confinement, disaient « Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que je continue à travailler dans mon entreprise ». Pratiquement 30%, c'est quand même beaucoup. Donc, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de fonction qui soit le loisir, le déplacement et le travail. Il n'y a qu'une seule fonction, dit Heidegger en 1951, c'est habiter. Il faut donc que la ville nous permette d'habiter le travail, d'habiter le loisir, d'habiter le déplacement et surtout, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du logement, d'habiter le logement. Les grands ensembles qui ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale sont parfaitement habitables, de la même manière que le déplacement sans l'habitation vous amène d'un point A à un point B, que vous décrochez lorsque vous regardez un truc d'entertainment, que le travail que vous faites paye le loyer à la fin du mois. Néanmoins, c'est décervelant, c'est appauvrissant. Le phénomène humain que vous êtes dans son ensemble ne parvient pas à s'exprimer. De la même manière que dans les grands ensembles qui ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale, on peut très bien se loger, mais on ne peut pas y vivre. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons constitué pendant la deuxième partie du XXe siècle une crise de l'habiter, puisque nous ne savons plus que la chose la plus importante et peut-être la seule qui compte, c'est habiter, et non pas les autres fonctionnalisations. Il y a donc une forme de crise de l'espace chez nous. Cette crise de l'espace, que je vous ai racontée en faisant une histoire rapide comme ça, de l'architecture et puis de la philosophie de l'espace, c'est une crise qui est très profondément engrammée à l'intérieur de nous. C'était mon premier point. Est-ce que l'espace est de moins en moins habitable? D'une certaine manière, oui. La raison, c'est parce que nous avons perdu pied avec ce que nous devrions véritablement faire avec l'espace, c'est-à-dire lui permettre d'accueillir le phénomène humain dans son ensemble. J'en viens à mon deuxième point. D'où vient ce problème et qu'est-ce que ça a comme impact directement sur nous? D'où ça vient? C'est une très très vieille méprise. Vous savez, les Grecs avaient 2 mots pour parler de l'espace et nous, on n'en a plus qu'un. Et quand on pose un mot sur une chose, on le fait rentrer dans le monde des humains. De la même manière, lorsqu'on délaisse un mot, c'est la chose avec elle qui va nous délaisser. Donc si on n'a pas le mot, c'est que peut-être on a délaissé la chose. Ces 2 mots, le premier vous le connaissez très bien, c'est le mot topos. Dans la géographie, on parle de topographie, c'est-à-dire l'écriture de cet espace. Et puis il y a un autre mot, probablement que vous ne connaissez pas, qui est un mot assez rare, qui est chora. Chora, c'est un mot qu'on n'emploie pas. Si je vous parle de chorologie, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de ce mot. Pourquoi? Justement parce que cette conception de l'espace ne nous est pas accessible. Il y a donc une vieille méprise qui fait qu'on a tout mis sur le topos et rien sur la chora. Qu'est-ce que le topos? Qu'est-ce que la chora? Le topos, c'est un espace euclidien, droit, une chose étendue, res extensa, c'est-à-dire quelque chose dans lequel tout est égal à tout. Vous prenez une carte de la France, vous faites un quadrillage comme l'a fait Robert de Hessel avec la magnifique carte de Robert de Hessel qui date de 1784 je crois, qui est une carte de répartition juste après la Révolution française, égalitaire du territoire. Vous faites un quadrillage de damier.
Vous niez à ce moment-là les fleuves, les montagnes, la montuosité, vous niez les particularités des villages, vous niez les langues, vous niez les pratiques, vous niez les cultures, mais vous avez un espace droit. Et donc nous, on a gardé cette topographie pour parler de l'espace. On considère que l'espace est du donné. Il est là, il est droit. L'Agora, qu'est-ce que c'est? L'Agora, c'est tout autre chose. C'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais vous allez voir, je pense qu'on va y arriver. L'Agora, c'est ce qui permet qu'il y ait de l'espace dedans. On appelle ça un porte-empreinte. Dans l'Agora, il n'y a rien, mais sans l'Agora, on ne peut pas laisser son empreinte. Et donc l'Agora, c'est une espèce d'espace disponible. C'est un espace de possibilités, c'est un espace d'espoir. Dans cette Agora, il y a de la mémoire, de l'affect, du plaisir, de la convivialité, du symbolique, du non-dit, du mensonge, de la confiance. Donc toutes les choses qui constituent et qui définissent le phénomène humain. Si vous enlevez l'Agora et que vous gardez le topos, vous avez un espace quadrillé dans lequel tout est égal à tout. Et c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a décidé, pour les grands ensembles, qu'une famille avait besoin de tant de mètres cubes et qu'à partir de tant de mètres cubes, il allait pouvoir se loger convenablement. On avait juste oublié l'affect, la volonté d'être là, la paisibilité de la vie. C'est-à-dire ce qui fait que, lorsque vous vous asseyez, vous dites « on est bien là ». On a donc, depuis 24 siècles, oublié cette partie fondamentale de l'espace, qui est la question de l'Agora. Donc, ce qu'un espace permet que les choses produisent. On peut parler de permissivité de l'espace. Vous savez, on ne se comporte pas de la même manière dans différents endroits. Tout ça parce que l'espace permet ou ne permet pas. Il nous intime, il nous dit de nous comporter de telle manière ou de pas de telle manière. Le cadre par lequel est structuré le travail n'est pas le même cadre par lequel est structurée la maison, l'escalier, le corridor, l'entrée, la sortie, la cave, le grenier, etc. Donc, cette vieille méprise, qui est engrammée à l'intérieur de nous, nous a amené à ce problème que nous avons traversé au XXe siècle. Nous nous sommes plantés dans la manière dont nous avons considéré l'espace. Et ce que disait François Lie initialement est très vrai. Nous sommes fascinés par les choses qui le peuplent, mais nous avons très peu pensé l'espace lui-même. C'était mon deuxième point. Donc, premier point, est-ce que l'habitabilité du monde est en danger? Oui, pour plein de raisons, notamment le fait que si on s'amène vers 2,5 degrés, c'est l'espace dans son ensemble qui sera difficile à vivre, à éprouver. Donc les conditions dans lesquelles nous vivons vont être plus pénibles. Deuxièmement, d'où cela vient? Cela vient du fait que nous avons une vieille méprise écrite à l'intérieur de notre esprit. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice en fait très banal, c'est ce qu'on fait dans les sciences humaines. On essaye de regarder depuis l'extérieur quelque chose qui nous semble être une espèce de fatalité ou une nécessité. En réalité, grâce à la philosophie, à l'anthropologie, à la sociologie, à l'ethnologie, à la psychologie, on peut regarder un phénomène humain et l'interroger. Donc c'est avec ces outils maintenant que je voudrais qu'on se pose sur la troisième question qui est qu'est-ce qu'on peut y faire, en partie nous personnellement, mais aussi nous en tant qu'organisation. Et pour répondre à cette question, je vais prendre des exemples très concrets. Qu'est-ce qu'on peut y faire à cette crise de l'habité, à cette crise de l'espace? Bien tout simplement, commencer par reconnaître que nous sommes tous des acteurs de la civilisation et que les organisations qui construisent l'espace sont des acteurs de la civilisation aussi. Il n'y a donc pas de neutralité dans les choix que les organisations font lorsqu'elles construisent l'espace dans lequel elles vont accueillir les gens. Et cela est d'autant plus vrai dans un moment où, si vous regardez les trajets que vous faites depuis le deuxième confinement et que vous avez effectués pendant le premier, une immense majorité de ces trajets sont à destination de l'entreprise. L'entreprise s'est retrouvée, pour ainsi dire, désignée comme seul espace capable de recueillir, d'accueillir et d'abriter nos corps. Et elle le fait de deux manières, d'une manière extrêmement physique, d'abord parce que les trajets que vous faites, vous les faites dans l'entreprise ou dans l'organisation, dans les hôpitaux, si vous travaillez comme aide-soignant, chez les gens, si vous accompagnez les gens dans les EHPAD, mais en tout cas dans un lieu qui est à l'extérieur de chez vous. Et donc son espace va vous toucher puisque vous partez de chez vous, vous prenez un transport en commun, vous ne parlez à personne, vous arrivez dans l'entreprise, vous essayez de travailler un petit peu, partez à 19h30, vous rentrez vite, faites quelques courses, ça y est, c'est le confinement, et vous rentrez chez vous, c'est terminé. Ces 8 heures qui sont là ne sont pas neutres. L'espace qui s'y déroule vous accueille et vous constitue. Et puis deuxièmement, elle le fait d'une manière beaucoup plus abrupte, c'est en pénétrant à l'intérieur de chez vous. J'avais une discussion avec mes étudiants de Sciences Po la semaine dernière, et l'une d'elles m'a dit moi j'ai l'impression que mes professeurs envahissent mon espace de vie. Je suis allongé sur mon lit avec mes écouteurs et mon ordinateur, j'ai l'impression que mes professeurs sont avec moi sur des petites chaises à côté du lit en train de me poser des questions. Jamais j'ai décidé que mes professeurs de Sciences Po rentrent dans ma chambre. Ma chambre, c'est mon espace privé. Et j'avais envie de lui répondre, oui, mais je ne suis pas vraiment là, c'est votre ordinateur qui passe au travers de moi. Mais elle m'aurait répondu, c'est la même chose. Je n'ai pas envie de vous parler ici, je n'ai pas envie de vous accueillir ici. Je veux pouvoir croire que dans cet espace, personne d'autre que moi rentre. Ça s'appelle la constitution de l'intimité, ça.
Et c'est absolument nécessaire. Or, avec le télétravail, cette intimité a été pénétrée par les technologies. De sorte qu'on se retrouve catapulté dans différentes postures. Par exemple, je suis celui qui travaille et puis le chat passe devant l'écran, les enfants passent derrière, etc. Vous connaissez tout ça, vous avez vu ça à la télé et ça vous est probablement arrivé. Alors le masque du travailleur doit tomber, on reprend le masque du papa, de la maman, le masque de l'ami, le masque du maître du chat, etc. Et puis on reprend le masque du travailleur, tout le monde rigole. Donc cet espace-là, il est mis en danger, en particulier parce que il s'est régularisé. L'espace de l'organisation est devenu le seul espace habitable. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un deuxième espace qui est fondamental et qui occupe à peu près autant de temps que l'espace du travail, c'est l'espace du sommeil. Et encore une fois, je pense que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de l'espace du sommeil. Étrangement, alors qu'on passe entre 7 et 8 heures par jour à dormir, très peu d'enquêtes sont menées sur ce qui se passe vraiment dans cet espace-là. J'ai consacré il y a 6 ans maintenant une étude qui s'appelle Le rêve et la métaphore sur la constitution de l'espace du sommeil. Je peux vous dire que c'est l'un des espaces les plus importants pour la reconstruction des énergies et de la créativité personnelle, humaine et des sociétés. Donc ces deux espaces, l'espace du sommeil et l'espace du travail, sont aujourd'hui constitutifs de qui on est, puisqu'entre deux, il n'y a pratiquement plus rien, et l'espace du domicile a été transformé. Donc la question c'est, comment pouvons-nous nous déprendre de ce piège, de ce vieux piège Topos-Cora? Comment pouvons-nous nous déprendre cette idée de la fonctionnalisation pour arriver à reconstituer des espaces dans lesquels les conditions qui nous accueillent soient des conditions qui sont des conditions favorables? Et je vous le disais tout à l'heure, à mon sens, le premier pas pour faire ça, c'est de reconnaître qu'une organisation, c'est une industrie de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire une industrie de la vie? Ça veut dire que tous les choix qu'une organisation prend sont des choix qui ont un impact sur la vie des gens qui les éprouvent. Vos travails de RH montrent qu'est-ce que ça veut dire que vivre ensemble. Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on recommande? C'est normatif. Le travail que vous faites de recrutement montre le type de diversité ou montre le type de profil dont vous avez décidé qu'il était meilleur que les autres. Votre travail d'accompagnement et de mentorat montre ce que vous considérez être important dans les compétences que vous allez donner aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Les clients que vous prenez montrent ce qui est bien à prendre. Les produits et les services que vous mettez sur le marché montrent ce que vous avez décidé qui est bien à faire. Et enfin, la constitution de l'espace de travail, et pas seulement avec les meubles qui s'y trouvent, mais avec l'esprit des meubles, ce que vous voulez mettre à l'intérieur, la manière dont vous amenez les gens à les éprouver, montre ce que vous pensez qui est vivre ensemble. Rappelez-vous que le travail n'est pas une fonction, le travail est une modalité de l'être ensemble. On est avec les gens avec lesquels on travaille aussi bien qu'on est avec sa famille, qu'on est chez le boucher, qu'on est dans la rue. Et on passe beaucoup de temps avec ces gens-là. Au tout début du premier confinement, on a eu la chance de mener une étude dans une très belle entreprise française pour demander aux gens, lorsqu'ils revenaient du télétravail, qu'est-ce que vous avez vécu? Et les gens disaient, le télétravail c'est super, les DRH, les DSI ont fait plus d'efforts dans les 3 derniers mois que dans les 6 années qui les ont précédés pour pouvoir nous ouvrir le télétravail, etc. Et on leur demandait, et ça s'est bien passé? Et ils nous disaient, la moitié. Tout ce qui était déjà lancé marchait très bien. Par contre, quand il fallait commencer de nouvelles choses, ça ne marchait pas, on ne comprend pas. On leur a dit, mais pourquoi ça ne marchait pas? Ils disaient, on n'arrivait pas à connaître les gens, on n'arrivait pas à savoir qui ils étaient, il y avait l'écran, ça ne marchait pas. Donc le télétravail ne permet pas de connaître les choses, fondamentalement. C'est un incroyable outil qui permet de réaliser des choses. Mais par contre, l'espace de travail, celui dans lequel il y a de la chair, de l'affect, de la mémoire, celui dans lequel il y a du contact, celui dans lequel on se passe des choses sans le savoir, on dit quelque chose qui est un peu entendu, on fait des petites stratégies, on s'en rend compte, on s'en rend pas compte, on fait des petits stratagèmes, des tactiques, on travaille pour sa carrière, on fait des bons mots, etc. Toute cette force meuble, cette force molle qui est échangée par les gens, c'est ça la vie en société. On peut même dire que le travail, dans une certaine mesure, est un prétexte à structurer cela. Et donc, cette chose qui est un prétexte, le travail, on n'a aucun problème à le penser. L'espace dans lequel il se constitue, on a du mal à le penser. Donc je finirai avec 2 recommandations. La première, reconnaître que dans vos métiers, vous êtes une industrie de la vie. Tous les choix que vous prenez ont des conséquences, des externalités qui vous échappent, qui vont avoir un impact positif, négatif sur les gens qui les éprouvent. Vous devriez pouvoir répondre à toutes les questions qu'on vous pose sur les choix que vous preniez, sur la constitution de l'espace de travail. Parce que cet espace de travail est avant tout un espace social au prétexte du travail. Ma deuxième recommandation est de vous souvenir que vous êtes une industrie de la vie. Ce que vous choisissez de faire, c'est comme si tout le monde le choisissait. C'est-à-dire que vous êtes une institution normative. Donc, mon travail de sociologue aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans cette réalisation-là.
Chacun va le réaliser à sa manière, prendre le truc par le bout qui lui convient, se poser les bonnes questions, amener son COMEX, amener ses dirigeants, amener les gens qui les accompagnent à se poser les bonnes questions. Les réponses qui seront trouvées seront des réponses qui seront individuelles, mais on ne peut pas faire aujourd'hui l'économie de faire pénétrer les sciences humaines à l'intérieur des processus de réflexion et de décision qui aboutiront à la constitution de l'espace de travail. Sinon, c'est nier que l'espace de travail est un espace social. La sociologie, la philosophie, l'anthropologie est capable de nous montrer les erreurs dont la plupart du temps nous sommes prisonniers sans nous en rendre compte. Et en nous amenant à faire un pas de côté par rapport à ces automatismes, elle nous amène à nous déprendre de ces erreurs. Nous déprendre de ces erreurs, ça veut dire quoi? Plus de performance, ça veut dire une meilleure qualité de vie, et ça veut dire peut-être, si on est bon, la possibilité de reconstruire collectivement des espaces dans lesquels on pourra à nouveau dire, avec ou sans vaccin, ce que je vous souhaite et que je me souhaite d'éprouver bientôt, un râle positif qui finit par « Ah, on est bien là ». Voilà. Alors il me semble que pendant que je disais à peu près n'importe quoi devant la caméra, les personnes qui... c'est extrêmement, vous devriez comprendre, c'est extrêmement frustrant de parler à une caméra qui est une espèce de cyclope qui vous regarde comme ça avec un point rouge et de ne pas vous voir au travers dans l'exercice, vous savez, de conférence. Celui qui parle, il n'est que là pour matérialiser le silence de ceux qui écoutent. Et là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à matérialiser le silence de la caméra. Alors, on a essayé, voilà, avec le peu qu'on pouvait faire, d'aller chercher chez vous des questions, des interrogations, probablement des questions très pratiques. Je n'ai pas encore regardé, mais je pense que ça va être sur ça. Et on m'a donné un petit peu de temps pour essayer d'y répondre. Voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour apporter un peu de lumière sur vos interrogations. La première question qu'on me pose, Céline Chavreau nous demande: la qualité de vie au travail repose sur 3 dimensions. La dimension physique, la dimension mentale et la dimension sociale. Selon vous, quels sont les leviers sur lesquels nous devrions nous concentrer dans le cadre de cette crise sanitaire? Bien, moi, vous savez, malheureusement, je suis obligé de prêcher pour ma paroisse, mais je dirais que la dimension sociale est la plus importante. La dimension sociale est la plus importante parce qu'il n'y a pas de développement physique et de dimension mentale qui existe sans la présence d'autrui. Quand on demandait à Judith Butler qu'est-ce que, selon vous, est une vie bonne, la réponse qu'elle a formulée lorsqu'elle a reçu le prix Théodore Adorno il y a quelques années, c'était une vie bonne, une vie qui vaut d'être vécue, est une vie qui ne vaudrait pas d'être vécue sans autrui. Et c'est ça que met en déroute ce confinement et cette difficulté de cette distanciation sociale. C'est l'écartement d'autrui de nous-mêmes. Demandez-vous quand la dernière fois vous avez rencontré quelqu'un que vous ne connaissiez pas, passé du temps avec un inconnu, été contrarié par une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Toute cette petite sérendipité de la vie quotidienne, c'est ce qui constitue la vie dans la société. Vous savez, au 19e siècle, il y a un sociologue allemand qui disait: le tram a été une grande révolution dans la ville parce que pour la première fois, il a obligé des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont jamais parlé, de s'asseoir de longues minutes devant les uns des autres. Et donc, il faut reconnaître: ah bah toi, tu as un gros nez, ah bah toi, tu as les oreilles comme ça, vous n'êtes pas habillés de la même manière. Tiens, moi, je mets du bleu, vous mettez du rouge. Donc, la rencontre de l'altérité est ce qui permet le développement physique et le développement mental. Donc, moi, je dirais, maintenez à tout prix les structures sociales du travail et sur le fait de maintenir ces structures sociales pourront se développer une santé mentale qui aura besoin d'autres piliers, bien sûr, et puis une santé physique. D'ailleurs, vous remarquez que les gens qui font du sport chez eux le font souvent en groupe, même si l'expérience est un peu faible. Voilà. Alors oui, merci Julien pour cette question, avez-vous des exemples concrets de réussite? Donc, nous, on accompagne des entreprises qui sont historiques. Donc qui ont une grande inertie et qui ont envie de se transformer. Mais il y a des boîtes qui n'ont pas besoin de nous. Et moi, j'estime que notre mission chez Erano, ça serait de disparaître d'ici 30 ans. Ça voudrait dire qu'il n'y a rien à faire, ce serait vraiment génial. En attendant, il y a pas mal de travail. Et quand on dit ça, notre mission d'entreprise, c'est de réconcilier l'entreprise et la société. On nous dit toujours: ah bah, il y a du boulot, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de nous. J'étais il y a quelques semaines avec un ami qui s'appelle Alexandre Borne, qui a fondé avec 3 autres associés une foncière sociale et solidaire qui s'appelle Belleville avec un S. Belleville est quelqu'un qui, par exemple, n'a pas besoin de nous. Belleville est une foncière qui a réalisé cette transformation d'industrie de la vie, ou qui s'est même d'ailleurs constituée en tant que ça, puisqu'elle ne s'est pas dit: nous, notre métier, c'est de faire du bâti,
ce que font les foncières, elle s'est dit notre métier, c'est la constitution du lien social. Et pour réaliser le lien social, ce qu'on va faire, c'est faire du bâti. Donc en fait, ce que apparaît généralement comme étant une source de revenus, un gisement économique, est en réalité pour eux un moyen vers une fin. Norberto Bobbio, qui est un philosophe italien, disait cette phrase qui m'obsède, « Si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin ?» De sorte que vous, dans les entreprises, on vous demande souvent « Accomplis ceci, voilà les moyens ». Mais on n'a pas l'habitude de nous demander « Pourquoi devrais-je accomplir ceci ?» dans un premier temps. Ce qui fait que si vous arrivez à vous poser cette question dans ce cadre-là, vous construisez des business qui sont des business dont la croissance est couplée avec l'habitabilité du monde. Plus Belleville réussit, plus le lien social est grand. Et si demain Belleville réalise que la meilleure manière d'augmenter le lien social, ce n'est pas par le bâti, mais c'est par les déconstructions, comme proposé par exemple l'architecte Jonas Friedman dans les années 70, ou si c'est par l'aménagement urbain, ou si c'est par le politique, peut-être qu'ils vont changer leur modèle et ils feront du politique, de l'aménagement urbain, de l'app, du digital, toute autre chose, puisque leur véritable métier, c'est le lien social. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, et en particulier beaucoup d'entreprises en transition. On a la chance de travailler pour une très très belle maison de champagne, elle aussi historique. Vous savez que dans toutes les maisons de vin, il y a de grandes transitions qui sont lentes de travail avec le sol, dont le métier avait pendant longtemps été de faire du champagne, et qui réalisent maintenant que leur métier est la fertilité des sols. Et pour pouvoir amener cette fertilité des sols, il faut pouvoir cultiver des sols. Les sols bien cultivés sont plus fertiles que les sols pas cultivés. Et donc, ils vont faire du champagne. Le produit de cette entreprise n'est pas le champagne. Le produit, c'est la fertilité des sols. Le champagne devient un produit dérivé. Donc, le mécanisme que je viens de vous montrer, c'est exactement ce que font certaines nouvelles entreprises. C'est ce que redoutent un certain nombre de nouvelles entreprises qui, en fait, couplent leur croissance avec l'inhabitabilité du monde par la sursollicitation, par la captation de votre attention, par le fait de vous utiliser comme des produits qui vont revendre à d'autres personnes et des systèmes de transition dans lesquels les entreprises historiques sont encore. Voilà. Roman, les 4 grandes fonctions de Le Corbusier. Travailler, se récréer, se loger, se déplacer sont aujourd'hui intégrés aux grands campus et autres villages des grandes entreprises. Qu'est-ce que cela dit de leur but aujourd'hui, de l'osium dans le négocium? C'est une très très bonne question. Alors, la charte d'Athènes, il faut comprendre que je ne suis pas architecte, donc la critique que je formule de la charte d'Athènes est une critique sociale. Néanmoins, mes amis architectes sont à peu près tous d'accord sur le fait que la charte d'Athènes est aujourd'hui une charte de construction d'invivabilité. Et pour une anecdote, j'étais avec le Crédit Agricole il y a quelques semaines, et c'était avant le deuxième confinement, Crédit Agricole Immobilier, et on allait déjeuner avec des gens extraordinaires qui construisent des logements, et on parlait de la charte d'Athènes, et le monsieur qui s'occupait de nous à table s'arrête et nous dit « Ah, mais la charte d'Athènes, vous savez, moi, ma famille vit dans un logement, Le Corbusier, c'est super beau, c'est inhabitable. » Et donc, en fait, cette personne avait quelque chose à dire. Il voulait raconter, parce qu'apparemment ça lui était resté comme ça, que la promesse de cette habitabilité était en fait totalement niée par l'expérience réelle. De sorte que ce que ça dit des constructions de campus, c'est que c'est pas parce que 95 recommandations vous proposent une réponse à des questions rapides, à des questions de constitution de la société qu'il faut les suivre. Donc ces 4 fonctions, à mon sens, sont à écarter, même si elles sont des réponses faciles. La seule véritable question qu'il faut se poser, c'est comment produire un lieu qui soit fondamentalement et structurellement habitable. Le problème, c'est que cette question est beaucoup plus difficile à résoudre parce qu'elle demande à ce qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'habiter. Or, pour penser à ce que c'est qu'habiter, il faut penser à l'être humain dans son ensemble, dans toutes ses caractéristiques. Il faut reconnaître qu'il est roublard. Il faut par exemple savoir que les gens aiment se cacher, qu'il y a des moments d'intimité qui sont nécessaires très vite. Donc il ne faut pas tout exposer, vouloir tout voir. Il y a des moments dans lesquels il faut pouvoir sortir, rentrer. Il y a un sens de la hutte à construire. On doit pouvoir se sentir protégé ou exposé. Et donc en fait, tous ces phénomènes-là sont à prendre en main. Et à mon sens, un campus qui se serait construit sur la charte corbusienne, c'est un campus qui n'a pas pris acte des avancées et des critiques de l'architecture de la deuxième partie du XXe siècle. Voilà. Nathalie nous demande comment pouvons-nous redonner la motivation aux travailleurs pour retourner sur leur lieu de travail, sachant qu'ils ont réduit leur temps de transport depuis le télétravail. Alors, c'est une très bonne question. À mon sens, et dans les études qu'on a, bien évidemment, en fonction des secteurs, en fonction des industries et en fonction des entreprises, les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais une grande partie des collaborateurs veulent retourner sur leur lieu de travail. En particulier maintenant, parce que c'est abrutissant d'être chez soi toute la journée, parce qu'on n'est même pas chez soi, parce qu'en fait le travail rentre chez soi. Donc on va considérer cette partie
qui souhaitent rentrer et la deuxième. Pour la partie qui souhaite rentrer, la chose la plus importante est de considérer la sécurité sanitaire. Donc la sécurité, là par exemple, quand je vous parle, je suis entouré de personnes qui sont toutes masquées. Moi j'ai une grande distance par rapport à eux. On s'est posé la question 100 fois de savoir si on faisait ça à distance, en vrai, devant un écran, etc. Donc on a décidé de le faire comme ça parce qu'on voulait justement redonner un petit peu d'énergie. Donc la sécurité sanitaire est la chose la plus importante. S'assurer de ça. Et puis la deuxième, c'est la dimension de l'accueil. On ne peut pas considérer que la vie maintenant dans l'entreprise est la même que celle qui s'était déroulée avant le 16 mars. On a vu des catastrophes autour de nous, tout le monde a peur pour son emploi, les gens ont soit frôlé la mort, soit connu la mort, soit été très malades, soit vu des gens très malades dans leurs immeubles, dans leur famille. Donc en fait, il faut reconnaître ça. La première chose à faire, c'est de reconnaître la situation pour ce qu'elle est, et d'en discuter et d'en parler. Une fois ça mis en place, l'espace de l'entreprise va donc changer et à partir du moment où il peut accueillir les collaborateurs, alors il y a à mon sens un petit déverrouillage qui va se produire et les gens qui ont envie de revenir reviendront. Et puis, il y a une deuxième partie de la population, certaines personnes qui ont réalisé qu'ils étaient très bien chez eux et que ça marchait très bien leur travail chez eux, pour des raisons très personnelles. Ils sont casaniers, plus productifs, ça fait moins de transports en commun, etc. À ceux-là, il faut donner toute la possibilité pour que leur travail se déroule de la meilleure manière possible et réfléchir à ce que est leur travail. Est-ce que c'est un travail qui peut être fait à distance? Est-ce qu'ils ont besoin de rester proches de leur lieu de travail? Est-ce qu'ils ne peuvent pas partir très loin? Vous savez, il y a des grandes entreprises, GitHub, une grande entreprise américaine de développement, a racheté à peu près 1 milliard par Microsoft il y a 2 ans, est pratiquement intégralement en travail à distance. Donc ils ont construit le dispositif pour pouvoir le faire. Ce que je veux dire, c'est que les gens veulent rentrer, qu'on puisse les accueillir, ou qu'ils veulent rester chez eux, c'est une occasion pour nous de nous demander qu'est-ce que le travail? Quelles sont les tâches qui sont effectuées, lesquelles nécessitent de la présence et lesquelles peuvent s'en passer pour transformer les systèmes de production à l'intérieur des entreprises. Sylvie nous demande, l'expression « aller au bureau » n'est-elle pas dépassée puisqu'il peut être partout où je souhaite travailler? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je vais utiliser une métaphore parce que, pour faire comprendre ce que je veux dire, je ne pense pas qu'elle soit dépassée en fait du tout. Je pense même au contraire qu'elle est très très actuelle. Au début des années 2000, il y a un jeune start-upper de la Silicon Valley qui s'appelle Jason Fried qui donne un TED Talk dans le Massachusetts, je crois, et au sujet du travail collaboratif. Donc on n'avait pas entendu parler de tous les outils de travail collaboratif. L'idée du travail collaboratif n'avait pas encore pénétré les entreprises européennes. Et lui, il dit qu'est-ce que travailler ensemble? Et il fonde une boîte qui s'appelle Basecamp, qui était l'une des pionniers du travail collaboratif. Et il dit le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on se trompe lorsqu'on dit on va au travail. On se trompe. En fait, on ne peut pas dire on va au travail, il faudrait dire on va vers le travail. Et il fait cette comparaison, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, avec le sommeil. Il dit c'est faux de dire on va dormir. On devrait dire on va vers le sommeil parce que pour dormir, pour renouveler les forces fondamentales de la création, il faut un certain nombre de passages, de jeux d'étapes qui nous permettent de nous reposer fondamentalement. Si vous dormez 8 heures et que je vous interromps toutes les heures, vous êtes très fatigué. Donc en fait, on ne va pas dormir, on va vers le travail. Et il y a besoin de cette séquence. Et il dit, donc Jason Fried, c'est la même chose avec on va dormir, c'est la même chose avec le travail. On ne va pas travailler, on va vers le travail. Pour pouvoir travailler, il faut un certain nombre de séquences qui nous permettent d'atteindre ce moment de réflexion, de pondération, de créativité, de cet esprit de production dont on a besoin pour accomplir nos tâches. Or, le problème qu'il donnait à l'époque pour atteindre cette zone de travail, c'était ce qu'il appelait les M&M's, Meetings and Managers. Toujours quelqu'un pour venir vous voir et vous dire mais est-ce que c'est bon, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as... Ah, on va à une réunion, attends une autre réunion, attends une autre réunion. De sorte qu'on n'a jamais 3 heures ininterrompues. Demandez-vous quand est-ce que vous avez eu 3 heures ininterrompues. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand on est chez soi, on a plein de temps. Alors, 1, si vous avez des enfants, ce n'est pas le cas. 2, depuis le confinement, normalement, vous êtes comme tout le monde ici, vous êtes engouffré de Talk, de Zoom, de Google Meet, de Teams, de machin, de Hangout, etc. Et il n'y a pas 1 heure que vous avez pour vous. Donc la constitution de dérangement de l'entreprise est venue à l'intérieur de la maison. De sorte qu'il ne faut pas jeter l'expression « aller au bureau ». Il faut au contraire la garder et reconnaître que c'est ce chemin qui va vers le bureau qui est important. Quand on va vers le travail, on opère un sas. On quitte le vêtement qui est celui de la vie privée, la nôtre, ma position de papa, ma position de copain, de mari, etc. Et on prend une autre position sociale qui est celle de travailleur, d'exécutif, machin, d'assistant, de médecin, etc.
Et donc ces deux positions, qui sont des constitutions de l'identité sociale, ont besoin de ce sas pour aller vers le travail. C'est très difficile lorsque vous rigolez, vous faites des crêpes, un œuf sur le plat, machin, vous le donnez à votre chérie qui est encore dans le lit parce qu'elle se lève une demi-heure avant vous, et après vous, et puis le téléphone sonne et vous décrochez tout de suite, vous soyez exécutif, machin, etc. C'est très difficile de jongler avec ces identités. Donc il faut construire des sas comme ça entre les deux. Et ça, c'est nié par le télétravail. Donc il faut s'habiller, il faut mettre des chaussures. Vous savez, les gens qui font leur call en pyjama et en dessous il n'y a rien, etc. En fait, ils ne sont pas vraiment en train de travailler. Bon, bref. Donc je ne crois pas qu'au contraire, il faille jeter cette expression. Je crois qu'au contraire, il faut la ramener. Et je pense qu'il faut reconstruire du rituel pour pouvoir transitionner entre la personne civile et la personne privée. En 3 mots, comment décririez-vous le futur de l'espace de travail prévoit Noémie? À 3 mots, c'est très très simple. Inconnu, inconnu et inconnu. Voilà. Donc il y a énormément de conférences, vous pourrez en trouver pléthore sur Future of Work. J'ai moi-même donné une conférence il y a des années maintenant qui s'appelle Work as you know it is dead. Je ne l'ai pas choisi ce titre, qui est très bon par ailleurs, pour un collectif qui s'appelle Switch Collectif, qui accompagne les gens à switcher, donc à changer dans leur vie. Vous trouverez énormément d'experts sur la question du futur du travail. Voilà. Moi je suis sociologue, donc je fais très attention aux pronostics. Parce que les pronostics sont prophétiques et autoréalisatoires. J'avais dit que, donc c'est devenu ça. Et 2, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait rien. La chose qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une obligation de repenser le travail. Et cette obligation va changer les règles. Tant qu'on n'était pas obligé de le faire, on pouvait perpétuer un certain nombre de traditions. Il faut que les gens viennent, on est toujours plus productif lorsqu'on est derrière un ordinateur. Tu as besoin d'un manager pour te taper sur le doigt et te dire ce qu'il faut faire, sinon tu ne travailles pas, etc. Qu'on avait dans certaines grandes entreprises pas du tout repensé. Et puis avec l'arrivée des premières bulles Internet, entre 1995 et 2005, on a eu des modes d'opération beaucoup plus agiles, et puis ensuite il y a eu l'entreprise libérée, donc on a eu d'autres modes de travail, mais ils n'ont pas pénétré partout. Certains disent que c'est mieux, d'autres disent que c'est moins bien, on a des études qui prouvent que les deux sont vraies, donc c'est un peu compliqué, mais on pouvait très bien rester dans un status quo. Là, la seule chose qui, à mon sens, peut être dite de manière certaine, c'est qu'on va casser le status quo parce que nous sommes dans l'obligation de nous modifier d'un point de vue social et d'un point de vue technologique. La preuve technologique, c'est la manière dont les DSI françaises se sont organisées pendant le premier confinement de manière absolument extraordinaire pour permettre, avec quelques petits à côté, mais qui finalement ont réussi, la possibilité du télétravail. Et puis d'un point de vue social, la manière dont nous sommes en train de nous y adapter. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être au bureau pour faire votre travail. Donc en fait, est-ce que vous faites vraiment le travail que vous pensiez que vous faisiez? Ne faites-vous déjà pas un autre travail? Asseyez-vous avec votre responsable des ressources humaines, regardez votre mandat, regardez ce qui est parti, regardez ce qui est revenu. Donc en fait, je ne peux pas vous dire ce que ça va devenir, mais je peux vous dire que, comme disait Bergson, l'idée de l'avenir est plus fertile que l'avenir lui-même. Donc, en pensant le fait que les choses doivent changer, à mon avis, il y a des ressources, plus que l'idée de se dire que ça va changer sans nous. Damien Etienne nous demande « Que penser des espaces tiers de coworking, ni chez soi, ni au bureau ?» Alors ça, c'est très intéressant, les espaces tiers. Le tiers-lieu, donc, c'est effectivement ni chez soi, ni au bureau. Ça veut donc dire que les deux premiers espaces canoniques sont la maison et le bureau. Ce qui est très intéressant parce que quand vous demandez à quelqu'un, et c'est ce qu'avait fait Jason Fried que j'ai cité tout à l'heure, où est-ce que tu travailles le mieux, il vous répondra toujours quelque chose comme tout le matin, tard le soir, sur un patio, chez moi, dans un petit bureau, dans mon canapé, à la gare, dans un train, dans un avion, donc le commute, une temporalité, une durée, ou un espace extérieur, dans les cafés, etc. Personne ne vous dira jamais au bureau. Voilà. Donc en fait, on considère que les espaces fondamentaux structurant la vie en société, c'est chez soi et dehors. Mais quand vous demandez au travail, le bureau, et quand vous demandez aux gens, ils ne vous disent jamais chez moi ou au bureau, en réalité. Donc il y a déjà un parti pris idéologique qui dit qu'un tiers-lieu, ça doit être ni ça ni ça. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. J'ai jamais été plus productif que dans le ICE qui relie sur la ligne Paris-Ost-Frankreich Süddeutschland, qui part de Strasbourg et qui va à Munich. Jamais été plus productif de ma vie. Donc, c'était pas exactement un tiers-lieu. Il n'avait pas été pensé comme ça. L'apparition des tiers-lieux, tous les espaces de coworking, les cafés dans lesquels on peut s'asseoir, payer à la consommation, etc., sont une canonisation de quelque chose qui était déjà totalement vécu et pratiqué. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, vous, sortir, fumer une clope, papoter avec quelqu'un, en réalité, c'est du travail parce que vous allez socialiser, construire, échanger. Prendre votre ordinateur sur vos genoux quand vous êtes à côté de quelqu'un dans la voiture,
c'est du travail. Travailler dans un café, c'est du travail. Quand vous étudiez, vous êtes systématiquement en train de travailler à l'extérieur du travail. Donc, les tiers-lieux sont des canonisations de quelque chose qui a été déjà vécu. Maintenant, les tiers-lieux ont beaucoup de mal à cause de cette pandémie. Moi, ma question, elle serait plutôt de savoir, a-t-on besoin d'une canonisation, donc en fait de lieux construits pour accueillir le travail, s'il est tout à fait possible de choisir nous-mêmes les lieux dans lesquels on va travailler. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se voir? Si la réponse est oui, alors il faut un lieu commun, sinon on peut voyager, travailler dans un avion, etc. Donc il n'y a que la fin de la pandémie qui pourra répondre à cette question, surtout le rebond de ces lieux qui ont été construits pour être entre l'un et l'autre. À mon sens, il manque une bande à l'intérieur de cette un et l'autre, et cette bande, c'est la ville. La ville entière est un lieu de travail qu'on a oublié. On travaille aussi en marchant, on travaille en parlant, on travaille en appelant les gens. Ça aussi, c'est du travail. Voilà. Jean-Julien nous demande, le métissage entre Cora et topos n'est-il pas représenté aussi par la topophilie, où celui qui est topophile habite les lieux qui l'habitent? C'est une très bonne question. Effectivement, quand j'ai cité des mots qui commencent par topos, il y en a un que je n'ai pas cité qui est topophilie. Donc topophilie, le lieu, philo, donc l'amour, et la topophilie est celui de l'amour du lieu. Effectivement, la topophilie est une expression dynamique dans laquelle celui qui aime le lieu constitue le lieu qui va le recevoir et reconnaît que le lieu qui le recevra le constitue lui-même. Et donc, il y a cette dynamique comme ça. Alors, oui, on pourrait dire que topos et cora se mélangent ici là-dedans, sauf si on approche cette topophilie encore comme étant avec une mentalité de décorateur. Vous savez, le problème de nos civilisations, c'est qu'elles approchent l'espace dans une modalité de catalogue et de décoration. Donc une topophilie peut aussi très bien vouloir dire s'occuper de l'espace dans lequel on est, y mettre ses photos, le peindre, etc., mais avec un mode presque prédateur, l'idée de l'occupation. Vous savez, on va occuper l'espace. Une cora est quelque chose d'un peu différent, il y a une reconnaissance du fait que nous sommes aussi part du milieu dans lequel nous sommes. Une reconnaissance que la cora nous habite et nous permet d'être. Parce qu'en fait, être, c'est être sur la cora. Donc quand on s'assoit dans cette chaise de jardin et qu'on dit « Ah, on est bien là », tout est cora autour de soi. Tout est possible. Peut-être ce soir, on mangera un barbecue. Peut-être ce soir, mes amis viendront en voiture. Peut-être ce soir, une bonne blague. Peut-être ce soir, cette bouteille de vin que pendant des années, j'attendais d'ouvrir avec toi, etc. Donc ce monde des possibles intervient. Et nous sommes part du milieu dans lequel nous sommes. Une topophilie, c'est aussi une forme de possession. C'est pour ça, et donc pas effectivement une forme de cora. Vous savez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une bonne traduction de la cora, c'est ce qu'on utilise dans le vocabulaire militaire, parce que cora, en grec, on l'utilisait aussi pour dire être à son poste, quand on est un soldat. Quand on est à son poste, on ne sait pas où on est. On ne peut pas dire, je suis, voilà mes coordonnées, latitude, longitude, géosatellitaire. Mais on est quand même là où on doit être. Et c'est la même chose lorsqu'on dit, je me sens à ma place dans ma vie. C'est beau ça, hein? Je me sens à ma place, mais tu es où? Tu peux m'envoyer ton lien Google Maps de là où tu es dans ta place dans ta vie? Non, je ne peux pas. Mais c'est quand même un espace. Oui, mais c'est le bon lieu. Oui, mais c'est un lieu, mais qui n'a pas de coordonnées satellitaires. C'est ça, Cora. Donc en fait, dans la topophilie, il y a encore de l'occupation de l'espace. D'ailleurs, Gaston Bachelard, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle Poétique de l'espace, parle de topophilie lorsqu'il parle de décoration de la maison. Comment on habite la maison qui nous habite. Donc je dirais qu'il y a une topophilie qui est nécessaire. Déjà, ça nous apprendra à bien nous occuper des choses en les connaissant. Ensuite, je pense qu'il y a une corophilie dont on a un peu besoin, même si je joue un peu sur les mots. Mais le fond de ma pensée, c'est de dire, reconnaissons que nous ne sommes pas dans l'espace à occuper, par nous et nos objets, mais reconnaissons que l'espace est autour de nous, est dans nous et nous constitue, et par nos comportements aussi, nous constituons cet espace-là. Quel a été l'apprentissage clé de 2020? Waouh! Merci Félix pour cette incroyable question. L'apprentissage clé de 2020, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est à vivre dans l'incertitude. C'est extrêmement compliqué. On n'est pas habitué à ça et bien que tout soit toujours incertain, on parvient à se construire des schémas mentaux qui nous disent qu'on va s'en sortir, que tout ira bien, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est suspendu. J'imagine que beaucoup d'entre vous, pendant le premier confinement, s'étaient fait un incroyable programme de yoga, de courses, de machin. Et on a tous fini par prendre des cours pour apprendre à faire des cocktails. En fait, c'était difficile et on n'a pas réussi à lire tous les livres qu'on avait voulu lire, tout simplement parce qu'on n'était pas libre avec du temps. On était suspendu. Et cette suspension, ce suspens, comme on dit dans les livres les romans policiers, c'est ce suspens dans lequel nous vivons maintenant qui est extrêmement difficile à éprouver. Donc je pense que la grande
leçon, c'est à vivre dans un moment suspendu. Et ce qui est très beau, c'est que vivre dans un moment suspendu, c'est la condition de la vie. Il n'y a rien d'autre que ça. Néanmoins, nous l'éprouvons maintenant de manière extrêmement violente. Donc on nous a retiré les certitudes, on nous a retiré le fait que tout allait bien aller, et on doit maintenant se confronter à la condition humaine la plus forte, qui est celle de l'incertitude et celle de la vulnérabilité. Donc moi je dirais qu'être confronté à ça, être obligé de le reconnaître, même si c'est désagréable, c'est le grand enseignement de 2020. Et puis c'est les mêmes grands enseignements, et j'en finis là, pour les entreprises avec lesquelles on travaille. On a eu la chance d'être suivis par des acteurs clés du secteur et qui travaillent sur l'espace, dans le service, dans l'approvisionnement, dans l'aménagement et dans le bâti aussi, et qui à chaque fois nous posaient la question de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour nous, qu'est-ce qui chez nous est vital. Et pour répondre à ces questions, je finis en vous donnant 2 petites pistes de lecture. À gauche, vous avez un QR code qui vous amène à un podcast qui est pré-Covid, enregistré par Grégory Puy dans le podcast Vlan. La question, c'est comment est-ce que la société en est arrivée là où elle devait arriver. Et puis à droite, vous avez un manifeste qu'on a écrit avec toute l'équipe d'Eranos, qui s'appelle le Manifeste pour la transformation sociétale des entreprises, dans lequel on retrace historiquement tout ce qui nous amène au moment dans lequel l'entreprise se trouve maintenant et les pistes de solutions que doit prendre l'entreprise pour pouvoir s'en sortir. Je vous remercie.